Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à ce programme spécial à l'occasion de la présidentielle 2023. Nous recevons un candidat, nous recevons un hôte de marque. Nous allons avec lui pendant quelques minutes discuter de son programme, de ses idées, de son combat, de ses convictions. Nous allons ensemble avec lui approfondir un peu ce qu'il prépare pour la population et ce qu'il pense lui offrir à la population. Et puis il répondra à des questions de journalistes qui sont d'ailleurs dans cette salle et que je vais demander à venir me rejoindre très rapidement sur ce plateau. Il s'agit de Myriam Bokéchou. Merci de prendre place. De Jacques Moulouba. Merci Jacques. Oscar Mbal. Merci. Il est le numéro 20 des candidats. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est dans cette salle et je voudrais l'inviter à venir participer à ce débat. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le président. Je vous en prie. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Merci. Merci. Merci d'avoir accepté de participer à l'alimentation de la démocratie en venant ainsi à ces débats. Mais avant que nous commencions ce débat, je voudrais vous demander si vous autorisez d'accepter quelques consignes qui vont nous permettre de passer un très très bon débat ensemble. Vous êtes le président de la République démocratique du Congo et à ce titre, toute la nation vous doit révérence. Mais ce soir, vous êtes le candidat numéro 20 et à ce titre aussi, nous devons vous traiter comme on traite tous les candidats. Bien sûr. Acceptez donc que ce soir, vous soyez appelé Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi le président. Ça dépend. Donc si l'un d'entre nous vous appelle par Monsieur Félix Antoine Tshilombo, il ne faut pas vous en offusquer. C'est de la démocratie. Je ne me suis jamais offusqué. Merci. Aujourd'hui, votre nom, Félix Antoine Tshisekedi, va porter la fonction. Ainsi, ça c'est la première des consignes. La seconde, nous avons 90 minutes. C'est le maximum qu'on nous a donné pour pouvoir épouser tous les sujets. Et parce que nous avons beaucoup de questions, nous allons essayer de raccourcir les réponses. Plus vous répondrez moins, plus nous aurons beaucoup de questions, plus la plage des réponses va être profitable pour nos téléspectateurs. Très bien. Nous allons donc entamer ce débat, et surtout que vous avez accepté de venir. Et il ne nous a pas échappé que vous êtes venu participer à ce débat, alors que vous aurez pu, comme je le disais, dire, bon, écoutez, je m'en passe. Bon, écoutez, je suis en fonction, je m'en passe. Mais vous avez accepté de venir, et venir ici pour respecter sans doute peut-être le CESAC. Première question, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous veniez? Pourquoi vous avez accepté d'arriver ici ce soir, alors que d'autres n'ont pas voulu venir? Ben parce que je dirais... Enfin, permettez-moi d'abord de saluer Je vous en prie. le parterre de journalistes qui est là et vous remercier pour l'honneur et l'occasion que vous m'accordez de m'exprimer, de parler au peuple congolais à travers la RTNC. Et donc je suis, comme vous le savez, issu d'une génération qui s'est battue pour la démocratie dans ce pays. Et je suis héritier justement de ces grands combattants de la liberté et de la démocratie qu'ont été les Etienne Tshisekedi, les Kibasa Maliba, les Ngalula Pandangila, Makanda Mpinga, paix à leurs âmes, et j'en passe. Et donc j'ai toujours eu cela comme philosophie politique. Le respect de l'adversaire, mais surtout le respect de notre peuple.
parce que c'est lui le souverain primaire, c'est lui qui détermine qui il veut voir à sa tête. Et c'est pour ça que je pense que lorsqu'on veut solliciter les suffrages de ses compatriotes, on doit se présenter à eux et leur dire ce que on entend faire de leur destin dans la période qui nous est donnée, celle de 5 ans de mandat. C'est une bonne chose pour nous les médias parce que nous avons là de la matière et nous avons des interlocuteurs valables. J'imagine. Alors nous allons donc entamer cet échange. Nous voulons que vous soyez les plus à l'aise possible parce qu'il s'agit de la vie de notre nation et il s'agit donc des questions fondamentales qui touchent la survie de notre nation et de notre peuple. Alors vous venez de passer 5 ans au pouvoir. C'est quand même une grâce sur les 100 millions d'habitants. Vous êtes celui qui a quand même une des plus grandes expériences aussi, entre autres. Mais qu'est-ce qui vous a motivé? Quel est le fondement de votre démarche actuelle? Qu'est-ce qui s'est passé en vous pour que vous pensiez que vous allez demander à notre peuple de vous accorder un autre mandat? La motivation de votre ambition actuelle, quels sont ses fondements? Tout simplement les acquis. J'estime que nous sommes partis de quelque part en 2018 et qu'aujourd'hui, en 2023, nous sommes arrivés quelque part. Et je pense que, en toute modestie, nous avons fait des progrès. Nous avons permis à notre pays de faire des progrès. Bien entendu, tout n'a pas été résolu. Beaucoup reste à faire. Mais nous avons engagé le pays sur le bon rail. Et je me suis dit, tant qu'à faire, il vaut mieux continuer. Et pas seulement moi, mais lorsque je regarde la confiance que m'ont renouvelé mes partenaires politiques, je parle d'abord d'eux, parce que c'est avec eux qu'on a constitué cette union sacrée qui, aujourd'hui, est le fer de lance de ma mandature. Je me suis dit, puisque ce ne sont pas n'importe qui, ce sont des leaders d'opinion, des leaders de partis politiques, et lorsqu'ils m'ont renouvelé leur confiance, ça veut dire que je suis dans le bon. Et donc, je peux solliciter à nouveau les suffrages de mes compatriotes. Alors, vous arrivez donc nonobstant d'accord. Le bilan, hein, donc je ne parle pas encore du bilan. Non, d'ailleurs, si vous commencez à parler du bilan, vous allez un tout petit peu tricher parce que cette émission, c'est sur le programme. Le peuple veut savoir ce que vous lui offrez pour les 5 ans qui arrivent. Si vous évoquez le bilan, nous pouvons l'évoquer. Mais notre focus ce soir, c'est d'abord vos idées, votre programme. Et d'ailleurs, c'est ma question. Quelles sont les grandes lignes de votre programme pour les 5 ans à venir, si jamais le peuple vous renouvelle sa confiance? Il se résume en 6 engagements. Le premier, c'est plus d'emplois. Le second, c'est plus de pouvoir d'achat. Le troisième, c'est plus de sécurité à nos compatriotes. Le quatrième, c'est davantage de diversification de notre économie. Le cinquième, c'est davantage d'accès aux services de base. Et enfin, le sixième, c'est le renforcement de l'autorité de l'État par une administration qui est modernisée, bien organisée, bien structurée. Merci. Nous allons passer à un premier jeu de questions. Nous allons demander, parce que vous avez dit effectivement que vous voulez le pouvoir d'achat, vous voulez les changements des conditions des citoyens, mais il faut bien qu'il y ait la sécurité, qu'il y ait la justice, qu'il y ait la paix. Alors, Jacques Moulouba, vous prenez la parole pour cette séquence. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Depuis plusieurs décennies, la République démocratique du Congo, votre pays, est en proie à une instabilité. Il y a l'activisme de groupes armés, il y a la guerre à l'Est pour le moment, la guerre avec le M23 appuyé par le Rwanda. Et c'est en ce moment-là que vous cherchez à être réélu. Alors, une fois réélu, quel est ce plan Tshisekedi? Quelle est cette recette que vous préparez pour que la guerre puisse cesser et que le pays soit pacifié dans les 5 ans à venir? Merci pour la question qui est très intéressante d'ailleurs.
je voudrais noter d'abord que ça fait près de 30 ans que cette situation existe. Ça n'a pas commencé avec l'avènement de Félix Tshisekedi. Lorsque je suis arrivé aux affaires, j'ai trouvé cette situation et je me suis dit, je vais aller voir mes voisins, surtout ceux qui posent problème. Et point n'est besoin de vous les décrire, pour leur proposer un modèle autre que celui sur lequel on a toujours vécu, c'est-à-dire en se regardant en chien de faïence, se soupçonnant, s'accusant, bref, se détestant même, on va dire, parce que on sent maintenant les tensions entre nos pays respectifs, mais surtout nos peuples respectifs, ce qui serait vraiment dommage, parce que nous sommes condamnés à être des voisins à vie. Donc, il ne faut pas vivre en ennemis, c'est mieux de se fraterniser. Et donc, je pensais que c'était vraiment la solution. Et l'un de ses voisins, le Rwanda en l'occurrence, pour ne pas le cacher, l'a même vanté, a même accepté, a apprécié cela, et la communauté internationale tout entière d'ailleurs avait apprécié cela. Mais quelle ne fut ma déception, mon désappointement lorsque l'année dernière, en février 2022, on nous poignarde dans le dos. Au début, c'était malheureusement des dénégations, et puis finalement, ça s'est précisé. C'était le Rwanda qui appuyait le M23 dans le but de déstabiliser la République démocratique du Congo. Et ça m'a fait réfléchir sur les raisons, parce que je ne comprenais pas. J'avais proposé de très très bonnes choses. D'ailleurs, rappelez-vous, je ne sais plus, c'était en 2021, après l'éruption du Nyiragongo, du volcan du Nyiragongo. J'avais été remercier le président Kagame à Gisenyi pour avoir accepté de prendre nos compatriotes qui étaient sinistrés, qui fouillaient le volcan. Et lui, à son tour, il m'a rendu la politesse en venant à Goma, où on a signé un mémorandum d'entente sur un partenariat dans l'or. C'était vraiment un début qu'on espérait fructueux, avec d'autres expériences. Malheureusement, ce qui est arrivé a fait que nous avons dû renoncer à cela, parce que nous avons découvert qu'en réalité, le Rwanda développait des activités illégales dans notre pays, dans le but d'enrichir son économie et de paraître aux yeux du monde comme un pays qui est le modèle de bonne gouvernance, etc., alors qu'il vivait de produits du pillage de nos ressources. Et le tout sur la vie de nos concitoyens. C'est ça qui est inacceptable. On ne peut pas vouloir donner la mort pour avoir la vie. Non, ça n'a pas de sens. C'est là que je découvre tout cela. Et je me dis, la solution à ces problèmes, et je réponds maintenant à votre question, elle consistera en deux volets. Le premier, c'est le renforcement de nos capacités de défense et de sécurité. Le second, c'est la diplomatie. Grâce à la diplomatie, la dénonciation, la sensibilisation, nous avons réussi à obtenir quand même la désignation aujourd'hui du mauvais, du méchant, du Rwanda. Et avec la montée en puissance de nos forces armées, nous allons, au bout du compte, préserver l'intégrité de notre territoire national et nous mettre à l'abri de toute aventure future que voudrait mener un voisin ou quiconque d'autre pour déstabiliser notre pays. Donc voilà dans quoi je suis en train de mener le pays, et je suis très confiant, ça marche très bien. Oui, et à court terme... Un instant, comme vous avez la question, il a une question sur les sujets. Et puis vous reprenez la parole, d'accord? Ok, attendez, je vous en prie. Oscar Mbal. Monsieur le Président de la République, vous êtes candidat à votre propre succession. Justement par rapport à la situation, l'insécurité dans l'Est du pays, qui est devenue pratiquement les ventres mous de la RDC. Est-ce que vous avez un plan, un programme à court terme pour mettre fin à cette insécurité? Vous avez dit vous-même que ça a fait plusieurs décennies. Est-ce que vous avez un plan à court terme
pour mettre fin à cette insécurité? Parce que d'autres challengers qui compétissent avec vous, ils disent que dans 6 mois, ils peuvent terminer la guerre dans l'Est. Oui, ce sont des mots. Dans 6 mois, faudrait-il encore expliquer comment on va le faire? C'est facile, ça c'est comme un slogan, on le récite et puis ça suffit. Non, je crois que il faut être sérieux et comprendre que c'est un problème très complexe. Il y a plusieurs phénomènes dans le phénomène. Il y a l'agression de pays voisins avec pillage des ressources de la RDC en prime et massacre de nos populations. Mais il y a aussi un volet conflit communautaire. Au sud Kivu, on le voit, et en Ituri, on le voit aussi. Donc vous voyez, il y a un conflit à plusieurs vitesses là, une vitesse internationale ou régionale, on va dire, et une autre plus interne. Et donc, il faut y aller méthodiquement et de manière tout à fait, j'allais dire, différente, avec des approches différentes. Donc voilà, c'est ça. Nous sommes en train de le faire. Vous avez vu qu'en Ituri, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore l'existence de ces groupes armés, Codeco, Zaïre et tout ça, mais il y a moins de conflits intercommunautaires. Nous continuons les efforts de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité, parce que c'est comme ça qu'on va maintenir l'ordre. Mais également, j'ai parlé dans mon programme de renforcement de l'autorité de l'État, parce que si vous regardez bien dans ces contrées, souvent, il n'y a pas d'autorité de l'État. Donc c'est cela qui va nous amener à maintenir l'ordre et le vivre ensemble. Alors l'autre volet, c'est plutôt le comportement du voisinage. Mais ça, c'est comme je l'ai dit, il faut sensibiliser la communauté internationale, mais en même temps, être suffisamment dissuasif pour les garder chez eux et les maintenir à l'écart de nos intérêts. Vous reprenez le micro. Monsieur le Président, vous avez parlé de la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Justement, après les opérations de mixage et brassage de triste mémoire, vous êtes arrivé à réformer en dotant donc les forces armées d'une loi de programmation militaire, justement pour arriver à renforcer cette capacité. Est-ce que vous avez engagé ou vous entendez mener d'autres réformes au sein de l'armée pour justement arriver à de bons résultats? Oui, bien sûr. Mais vous savez que nous avons déjà la loi de programmation militaire, une loi qui n'a jamais été votée dans l'histoire des forces armées de la République démocratique du Congo et qui va permettre à notre armée d'avoir un budget conséquent qui l'accompagnera dans toutes ces réformes. Les réformes existent, donc c'est déjà ça, c'est là la réforme. Et puis l'autre, ce sont les équipements que nous sommes en train d'apporter, la modernisation de notre armée par des formations de top niveau, et aussi le fait, l'autre but, c'est d'extirper tous les mauvais éléments. Vous avez parlé de brassage, mixage et tout ça. Effectivement, je crois que l'une des raisons de l'affaiblissement de notre armée ont été ces opérations. Ces opérations ont amené des gens qui n'avaient rien à voir avec le service militaire, qui n'avaient rien à voir avec leur présence dans l'armée, et ils ont eu des comportements totalement inappropriés pour j'allais dire des gardiens de la paix, des gardiens de la sécurité. Et cela a jeté un discrédit sur notre armée, mais également a amené une désorganisation de nos troupes, parce que tout le monde allait un peu dans son sens. On n'avait pas une formation uniforme, une vision unique et dans un même objectif. Et donc tout cela est à revoir. Malheureusement, au moment où nous avions commencé cela, c'est là que les Rwandais choisissent de nous attaquer. Donc nous avons dû freiner cette évolution vers les réformes et privilégier plutôt le renforcement de nos capacités, avec évidemment le risque d'avoir des trahisons, comme ça a été le cas
ou des faiblesses, parce que, disons-le clairement, il y a parfois des missions. Donc, nos soldats, il leur arrive des fois de décrocher sur le champ de bataille. Nous allons boucler ce chapitre avec Myriam sur une question. Vous avez une question sur ça? Oui, Monsieur le Président, j'ai une question, celle de savoir aujourd'hui, après le refus de la RDC de renouveler leur mandat, les militaires de la force régionale, l'EAC ont commencé à se retirer. Et après ce retrait, une force qui était censée attaquer, qui malheureusement s'est montrée coopérative avec le M23, c'est une déception pour vous? Si c'est une... C'est une déception pour vous, parce que cette force devrait normalement attaquer les M23. Bien sûr, c'est une déception, parce que la force de l'Afrique de l'Est n'a pas du tout respecté le cahier de charge. On a eu Nairobi, et puis ensuite Luanda, qui a précisé le cahier de charge. Après le cessez-le-feu, il y avait précantonnement, d'abord à Rumangabo, où on allait procéder au désarmement de ces terroristes du M23, pour ensuite les transporter à Kindu, à partir d'où ils allaient maintenant intégrer le processus de DDRCS. Malheureusement, ils n'ont pas exécuté cela, alors que dans le cahier de charge, on parlait clairement de la contrainte au cas où les terroristes du M23 n'obtempéraient pas. Et au lieu de cela, les forces, les contingents de la force de l'Afrique de l'Est se sont contentés de cohabiter avec ces gens dans les localités qu'ils avaient occupées, et sans du tout aucune répression vis-à-vis. Donc comme si la vie était normale et qu'ils traitaient avec une armée régulière. Alors que les Burundais, qui faisaient aussi partie de cette force, eux, avaient un comportement totalement différent. Chaque fois qu'ils les trouvaient dans une localité, ils les délogeaient, ils en arrêtaient si c'était possible, et ils les livraient à la justice. Donc, vous voyez qu'il y avait un comportement dichotomique dans cette force de l'Afrique de l'Est, qui nous a poussé finalement à dire clairement à ces pays frères de nous laisser tranquilles avec nos problèmes, puisqu'ils ne savaient pas les résoudre. Alors, ils devaient nous laisser les résoudre tout seuls. Est-ce qu'on peut dire que les comportements des forces de l'EAC à l'est du pays a remis en cause notre adhésion à l'EAC? Est-ce que vous regrettez d'avoir amené les pays dans cette zone-là? Merci beaucoup d'ailleurs de poser cette question. Je continue de le dire. Je ne regrette pas du tout, parce que je n'ai pas fait cette adhésion, je n'ai pas souhaité cette adhésion à l'EAC pour faire la guerre ou pour avoir le soutien de ces pays voisins pour faire la guerre. Non, c'était surtout pour des raisons économiques. Il y a un pan entier de la population congolaise, celle vivant à l'est, au nord-est, qui dépend économiquement du commerce avec l'Est, avec l'Afrique de l'Est. Et les importations dans cette grande partie de l'Est de la République démocratique du Congo se font via les ports de Dar es Salaam et de Mombasa, entre autres. Et donc, quoi de plus normal que d'avoir les mêmes avantages que les pays de l'EAC? Parce que nos opérateurs économiques étaient désavantagés. Imaginez un peu l'opérateur économique qui bénéficie des avantages douaniers et qui vit à Gisenyi. Gisenyi qui est à un jet de pierre de Goma. Mais lorsqu'il met ses produits en vente, le même produit vendu à Gisenyi est meilleur marché que celui de l'opérateur économique congolais qui le vend à Goma. Et donc, puisque c'est la porte à côté, mais tout le monde serait appelé à aller à Gisenyi pour se ravitailler. Et ça ruine le commerce du Congolais. Donc c'est mais plus que ça aussi. Hein, donc l'intégration régionale, c'est quelque chose de toujours favorable pour le développement. Imaginez si on a des infrastructures qui peuvent nous permettre d'aller et venir, d'échanger des expériences dans le domaine de l'éducation, de la recherche. Aujourd'hui, on parle du numérique dans la téléphonie mobile. On peut avoir une même zone. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans une organisation régionale
qui, moi, m'avait attiré parce que je trouvais que c'était très intéressant. On a des pays performants comme le Kenya qui a une économie floriste. Et voilà. Donc, il y avait plein de choses qu'on pouvait faire et qu'on peut toujours faire. Je ne regrette pas. Et malheureusement, bon, la conjoncture a fait que, bon, il y a des dirigeants qui sont là, qui ne comprennent pas les choses comme nous les comprenons. Bon, c'est une conjoncture, ça passera et un jour on vivra la vraie paix. Un autre aspect de vos questions? Oui, justement, M. Félix Tshisekedi, au moment où vous sollicitez le suffrage du peuple congolais, la cohésion nationale est mise en mal avec des conflits intercommunautaires. Je vais vous citer quelques exemples. En Ituri, ce sont les Ema qui, de temps en temps, ne s'entendent pas avec les Lendou. Et si vous allez au Tanganyika, ce sont les Pygmées et les Bantous qui s'entre-déchirent de temps en temps. Au Maïndombe, au Kwango et au Kwilu, ce sont les Teke contre les Yaka. À Chopo, les Ngolo contre les Lengola. Au Olomami, récemment, à Kasumbale, ou à Malemakulu plutôt, ce sont les Katangais avec les Luba. Ça vous met dans quel état d'esprit, vous qui sollicitez le suffrage du peuple congolais? Ça m'attriste, bien entendu, mais ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Rappelez-vous, avant les élections de 2018, il y a eu dans le Maïndombe déjà encore des tueries là-bas, hein, entre Nounou et Tende. Donc, et le conflit dont vous parlez plutôt entre Pygmées et Bantous dans le Katanga, dans le Tanganyika, ça existait. Ça a toujours existé. Rappelez-vous du pogrom des Kassaïens en 1992 au Katanga. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Mais moi, je le regrette fortement parce que je suis d'abord et avant tout congolais. Et je me sens partout au Congo, chez moi. Je me sens chez moi partout au Congo. Et je suis triste de voir qu'il y a des gens ici au Congo qui réfléchissent en termes de chez soi et qui regardent le Congolais d'une autre tribu, d'une autre province comme étant un étranger dans son propre pays. Ça n'a pas de sens. C'est d'ailleurs anticonstitutionnel. Ça n'a pas de sens. Et quelle est votre potion magique justement? La répression. La répression, il faut tolérance zéro vis-à-vis de ces comportements-là. Tolérance zéro. Bon, des fois, il faut peut-être une approche pédagogique parce que parfois ça part de problèmes stupides, de limites foncières ou de querelles de voisinage, des choses comme ça. Mais lorsque ça devient, comme c'est le cas à certains endroits, quelque chose de méthodiquement étudié, fignolé, pour arriver à ce résultat, là c'est tolérance zéro, il faut sévir. Mais si ces événements sont instrumentalisés par des politiques, c'est instrumentalisé justement à certains endroits. Quand vous dites tolérance zéro, vous pensez aussi aux politiques, on ne le voit jamais traduit en justice pour avoir incité des populations à la haine tribale. Mais il faut que ça commence. Vous savez, la justice, c'est ça le problème. Vous pensez toujours... J'ai jamais compris ce phénomène. Depuis que je suis à la tête du pays, j'ai jamais compris ça. On pense que la justice, c'est moi. C'est pas moi qui fais la justice. C'est pas vrai. C'est vrai, on m'appelle magistrat suprême. Ce n'est pas un euphémisme. Hein? Non, mais c'est un titre honorifique. J'ai jamais... Vous pouvez gracier des gens aussi. Hein? Vous avez le pouvoir de gracier. C'est honorifique. Même de faire arrêter aussi, vous pouvez. J'ai jamais dirigé un procès, sanctionné au cours d'un procès. C'est pas mon rôle. Il y a des spécialistes pour ça. Et c'est pour ça que je me bats pour qu'on ait une justice qui soit vraiment efficace. Parce que je crois en cette parole de la Bible qui dit que c'est la justice qui élève une nation. Je crois fermement à ça. Et pour moi, l'état de droit passe justement par l'instauration d'une justice juste, mais surtout efficace dans notre contexte actuel. Myriam, une question en Lingala peut-être? Oui, tata mokonzi mboka naza na question pour na bao bazolanda biso na Lingala. Olakaki que mandat na yo otie yango mingi pour na etali kosilisa insécurité. Ozosilisa premier mandat mboka Congo bato mosusu bakozala na droit ya kovoter yo te na devoir pardon parce que bazali na makoki wana teni no koyebisa na bango. Bon, na kosenga bango bolimbisi po ezali mokano na nga te, hein? Ngai na lingaki penza Congolais nyonso azwa occasion ya kovoter.
mais za mokano nangate banguna bakoteli biso bitumbe kangi biso soki nalobaki tozelisa nanu maponomi tobimisa banguna na mboka elinga epesa occasion na banguna misusu toza na bango kati ya mboka awa ba récupérer situation politiquement ba ke nango nde mususu en complicité na bapaya oyo baza ko guide bango yango nalobaki bon tobunda nanu totala nde nini tokobengana bango avant processus ya enrôlement esila tokokite po ndenge nalobaki awa ndenge tokanaki c'est-à-dire totiaki motema na force ya Afrique de l'Est que tango bakoya bakokoka sikoyo kopermettre biso tokende na malembe na kosilisa conflit wana tolekisi tango na bango basali eloko moko te se retrouver sikoyo bandeko ebele baza nanu na possibilité ya s'enrôler te bandeko ya Masisi na ya Rutshuru. Bon, tobi likambo te tokende nanu na waponomi tokotala. C'est pas la première fois que ça arrive. Na élection en 2018 bandeko ya na Mai-Ndombe pe na Beni bavotaki te tango maponomi esili après bayako pesa bango occasion tango kimia ekoti tokosala pe bongo, il y a pas de problème. Ce n'est pas trop tard. Il nous faut une bonne économie pour une bonne politique. Vous aurez donc besoin des moyens pour que votre programme aille de l'avant. Alors, pour que ces moyens arrivent, il faut que l'économie fonctionne. Je voudrais donc demander à mon confrère de droite d'entamer la partie économie, climat des affaires et tout ce qui va avec les questions d'argent. Monsieur le Président de la République, candidat numéro 20 à l'élection du 20 décembre 2023, la RDC figure dans le top 10 des meilleures économies africaines avec un taux de croissance de 8,6, un des meilleurs taux de l'Afrique subsaharienne. Mais les Congolais lambda s'inquiètent du fait que ce taux de croissance, cette progression enregistrée sur le plan économique n'a pas d'incidence sur les paniers de la ménagère. Que comptez-vous faire une fois réélu à la tête de ce pays? Bon, il y a beaucoup de choses à faire, c'est vrai. Vous avez oublié de parler aussi du PIB qui est passé de 40 et quelques milliards à 75 milliards. Bien sûr, le grand défi, ça reste celui-là, celui de matérialiser cela dans le panier de la ménagère. Nous avons des problèmes de pouvoir d'achat. Vous avez vu avec cette dépréciation de la monnaie, nous avons tenté beaucoup de choses. J'ai moi-même dirigé deux grandes réunions de conjoncture avec les autorités monétaires. On a donné des instructions, mais évidemment, cela prend du temps. Et ne vous trompez pas parce que nous sommes dans un contexte où l'État a dû mobiliser beaucoup d'argent pour le processus électoral, beaucoup d'argent pour renforcer les capacités de notre armée. Ça appelle évidemment à des devises et cela a des conséquences sur le franc congolais et du coup sur le pouvoir d'achat. Donc nous sommes conscients de tout ça, mais comme je l'ai dit, c'est une conjoncture. Qu'on nous fasse confiance, nous avons commencé à démontrer par les chiffres que vous donnez vous-même que nous avons une économie qui a été résiliente parce que le monde entier a subi de plein fouet la crise du Covid, mais aussi la crise de la guerre de l'Ukraine, etc. Et notre économie a su s'en sortir, à côté de beaucoup de pays africains qui ont aussi connu des dépréciations plus graves que la nôtre. Nous avons connu 37% de dépréciation monétaire, mais chez les autres, c'est arrivé à 50, 60%. Des économies beaucoup plus fortes que la nôtre en Afrique. Hein, je pense au Ghana, je pense à la Zambie, à l'Angola, ici à côté, qui ont eu beaucoup de problèmes. Donc, je crois qu'effectivement, nous devons continuer les efforts, continuer à stabiliser le cadre macroéconomique, continuer nos efforts. Ça finira par prendre. Nous passerons cette période difficile et le sourire reviendra. Monsieur le Président, évidemment, Oscar vient de le dire, il y a eu augmentation de la richesse nationale
Et une hypothèse, je ne sais pas, vous allez la démentir ou la confirmer, voudrait que effectivement l'argent entre dans les caisses de l'État, mais l'argent est systématiquement détourné et que vous aurez eu quand même des collaborateurs qui sont passés maîtres en détournement. On parle des millions et ça a donné même le tournis. Hein, ça donne des tournis. Arrêtez de vous en prendre. On parle des millions chaque jour. Vous savez, au Congo, plutôt, oui. J'allais dire, tout le monde est voleur. Ça, j'ai déjà remarqué. La première injure qu'on adresse à un politique, c'est Moïbi. Oh, ah, Moïbi. Sans preuve, mais on dit quand même Moïbi. Attention, n'oubliez pas que nous sommes le régime qui a mobilisé le plus de ressources. Donc ça veut dire qu'on a réduit comment vous appelez ça encore, les détournements. Les détournements des ressources. Ben oui, parce que si on arrive à un budget de 16 milliards, on mobilise davantage de recettes. Parce que la production a augmenté aussi un peu. Hein, ouais, il n'y a pas que le vol. Hein. Oui, mais tout est à notre avantage, tout est à notre... voilà, donc c'est pour vous dire que on a travaillé quand même à juguler cela. L'IGF, à qui j'ai donné un pouvoir régalien, a fait un travail énorme, un travail très appréciable. Pourquoi est-ce que vous ne le mentionnez pas? Ça n'existait pas avant. L'IGF existait, certes, mais elle était une coquille vide. Aujourd'hui, grâce à son inspecteur général, Jules Alingueté, on a avancé, on a réussi à juguler beaucoup de mes gestions. Mais évidemment, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et il y a des solutions, d'autres solutions dans lesquelles on est en train d'aller, le numérique, hein, avec la dématérialisation de l'économie. Je crois qu'elle nous aidera beaucoup. Il y aura moins d'argent qui sortira des mallettes et tout ça. Voilà, dans des mallettes, dans le truc, parce que, voilà. Et puis, rentrer tout le commerce informel, là, quand on va le remettre dans le secteur formel, je crois que tout ça va contribuer à davantage lever les fonds. Tout ce que je demande, c'est qu'on me fasse confiance, parce que la détermination est là et le sens d'orientation est là. Nous savons ce que nous voulons. Nous l'avons déjà commencé. Simplement, on n'a pas eu assez de temps pour vraiment le faire éclore. Vous savez, on a eu un mandat très difficile. 2 ans pendant lesquels on a tergiversé dans cette alliance, cette coalition FCC-Cash qui nous faisait tourner en rond. On allait de conflit en conflit, de discussion en discussion sans jamais en sortir. Puis finalement, quand je réussis à renverser cette majorité, à l'obtenir pour moi tout seul, on tombe dans les conséquences du Covid qui nous amènent en tout cas jusqu'à 2021, l'avènement du gouvernement Samalou Kondé, avril 2021. C'est là qu'on a commencé à faire du travail. Mais jugez-nous à partir de là et regardez les résultats. Moi, j'ai toujours dit au Premier ministre, qui est un homme très brillant, mais tellement modeste que pour moi, c'est le Premier ministre, le meilleur Premier ministre de l'histoire de la République que nous avons eu. Regardez ce que ce gouvernement a pondu en peu de temps. Mais évidemment, à partir du moment où les gens disent « Tozo liate », ça c'est le mot-clé. C'est mais c'est justement ça l'objectif de toute politique. Bien sûr. C'est d'arriver quand même à donner à manger à la population. La solution, c'est dans la diversification de notre économie. Aujourd'hui, nous sommes une économie d'importation, alors que nous avons des capacités de production ici en interne. C'est ça que nous sommes en train de faire avec l'agenda de transformation agricole. Nous sommes dans des politiques, mais ce n'est pas du jour au lendemain que ça va se faire. Les infrastructures de routes, comme les routes de desserte agricole, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on les construit. Donc c'est du temps que ça prend. Mais l'essentiel, c'est d'y avoir pensé, de l'avoir conçu et de l'implémenter, ce que nous sommes en train de faire. Donc il y aura des résultats forcément reluisants, mais il faut nous refaire confiance. Ça passe par là. Oscar. Et je pense que nous méritons cette confiance parce que nous avons déjà commencé à... Nous sommes en train d'en parler. Oscar, une question? Oui, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'ai suivi les 6 piliers de votre programme, n'est-ce pas, des campagnes.
parmi les... mes engagements. Oui, les 6 engagements, justement. Bien sûr, oui, c'est des piliers. Oui, parmi ces engagements, vous avez parlé de la diversification de l'économie. Ouais. Et par où allez-vous commencer? C'est la première question. Par où allez-vous commencer s'il faut diversifier l'économie congolaise? Et les Congolais voudraient savoir, ça c'est la deuxième question, si dans le cadre de votre programme, il est prévu la réduction du train de vie des institutions. Parce que, vous le savez, ces institutions sont aujourd'hui taxées des budgétivores et même sujettes à des dépassements budgétaires. Bien sûr. Je vais commencer par l'agro-business. L'agriculture est un domaine dans lequel on peut créer des millions d'emplois directs et indirects. Par la production elle-même, mais ensuite par la transformation. On peut faire énormément de choses. Et les idées sont là. Nous avons le programme d'industrialisation qui consiste à créer des zones industrielles desquelles vont émerger des milliers de petites industries qui vont générer beaucoup d'emplois et de richesses. Donc je crois que la diversification économique, elle va passer par là. J'ai parlé de la transformation dans l'agriculture, mais aussi dans les mines. Vous savez, j'ai mené ce combat lorsque j'ai été en Chine. J'ai rencontré nos partenaires chinois et je leur ai dit, écoutez, je ne suis pas content de ce que nous faisons. Et j'avais le rapport de l'IGF qui disait, depuis que ce partenariat existe, la Chine a engrangé 10 milliards, nous on n'en a engrangé même pas un. Donc on est à 900 et quelques millions. Je dis c'est injuste, c'est pas du tout équitable, nous devons revoir cela. J'ai été très heureux de rencontrer vraiment des oreilles attentives et une disponibilité de la part de nos camarades chinois qui ont compris cela et qui nous l'ont reproché quelque part en disant mais nous sommes des partenaires, nous faisons notre part, c'était à vous de faire la vôtre. Vous ne l'avez pas faite. Maintenant que nous avons un interlocuteur qui parle de ça, tant mieux. Nous sommes là pour vous aider. Moi j'ai dit, vous nous accompagnez dans l'industrialisation de notre pays, parce que je veux que nos minerais désormais, que notre pays désormais ne serve pas que de terre d'extraction pour qu'on aille vendre nos minerais ailleurs, mais aussi de terre de transformation. On va extraire, on va transformer. Évidemment, on a des défis, notamment énergétiques, infrastructurels, j'ai parlé des routes ici et tout ça. Donc il faut qu'on dote nos localités, bref notre pays, de capacités énergétiques qui puissent nous permettre d'implanter des industries de transformation. C'est ça le défi, qui a un peu commencé avec le programme de développement des 145 territoires, mais qui est appelé à se renforcer, parce qu'il n'y a pas que les 145 territoires qui vont apporter eau et énergie et électricité, mais il y a aussi d'autres partenariats avec les Chinois, par exemple, le barrage de Boussanga. Enfin, il y a d'autres partenariats. Donc voilà. En ce qui concerne le numérique oui, aussi, générateur de beaucoup d'emplois, de richesses, de mobilisation de recettes, etc. Ça, c'est aussi un domaine. Et aujourd'hui, nous sommes le premier gouvernement à l'avoir fait, à avoir un ministère du numérique, une agence nationale du numérique. Nous sommes parés aujourd'hui pour attaquer ce phénomène. Et dans les mois à venir, les années à venir, nous créerons des millions d'emplois grâce à ça. Donc vous voyez que l'avenir est plutôt rose et non pas sombre. Parmi les attentes des grands investisseurs dans le monde, il y a cette carence en énergie. On dit que le Congo est un très grand pays, une très bonne destination, mais il n'y a pas d'énergie. Votre gouvernement, vous-même, vous aviez lancé le projet du Grand Inga. Il faut quand même reconnaître que c'est resté un peu dans le domaine des slogans. Qu'en est-il exactement de ce projet? Et auquel projet vous avez associé celui du port en eau profonde de Banana? C'était des projets intégrateurs, vous en avez parlé. Peut-être que nous ne le savons pas maintenant que nous en parlons, mais est-ce que nous pouvons savoir si ça a commencé? Si ça n'a pas encore commencé, est-ce que dans les 6 engagements que vous avez, vous comptez toucher à cela? Oui, bien sûr. Vous avez parlé du Grand Inga, et je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites que c'est un slogan. Non, non. Pas du tout, on travaille. Malheureusement, il y a eu beaucoup de découragement de nos partenaires avant que je n'arrive aux affaires. Donc lorsque je suis arrivé aux affaires,
j'ai trouvé une sorte de consortium sino-espagnol qui n'avait de consortium que le nom. Parce que lorsque j'ai vu les uns et les autres, ils ne savaient même pas qu'ils existaient en tant que consortium. Voilà, donc on était un peu dans le vide. Là, j'étais, j'allais dire, assez découragé. Et puis j'ai vu quelques intérêts qui se manifestaient, notamment un ancien patron de la Banque mondiale, il est coréen, je crois, qui avait amené un groupe d'intérêts. Mais on a eu des discussions et puis le Covid est arrivé, on n'a pas pu continuer. Puis il a disparu. Puis il y a eu un Australien qui s'est manifesté aussi. Lui, c'était un peu plus accentué. Mais finalement, on n'a pas eu de conclusion intéressante parce que tout simplement, ce n'est pas un constructeur de barrage. Donc lui, il avait une vision au-delà de la construction du Grand Tinga, c'est-à-dire la production de l'hydrogène vert. Mais il se proposait de financer la construction d'Inga. Et alors, son montage n'était pas du tout encourageant, pas du tout motivant. Donc, ça s'est effrité. Mais le sérieux que le pays a commencé à montrer a ressuscité les anciens intérêts, ceux dont je disais qu'ils avaient disparu. Aujourd'hui, les Chinois sont très intéressés. Et, tenez-vous bien, la Banque mondiale aussi nous dit qu'elle est intéressée. Donc les discussions se font pour voir quel montage nous allons faire, mais c'est un intérêt particulier. Et à chacun de ces interlocuteurs, je leur dis, attention, j'aimerais aussi qu'il y ait des intérêts africains. Je pense là à l'Afrique du Sud, par exemple, au Kenya aussi, je crois qu'il y avait manifesté ce genre d'intérêt, et peut-être à d'autres États. Mais je voudrais qu'on réserve aussi une place à l'Afrique, parce que le Grand Tinga va desservir l'Afrique. Toute l'Afrique, oui. Voilà. Donc, mais le port en eau profonde. Le port en eau profonde, bon, c'était un projet qui datait de l'époque de mon prédécesseur, qui avait été très mal ficelé, très mal ficelé, ça je vous le dis, parce que je l'ai tenu de la bouche du chairman de DP World lui-même, le constructeur, le développeur du projet, qui m'a dit, Monsieur le Président, c'était à Davos en l'année du Covid, là, 2020, juste avant le Covid. Il m'a dit, Monsieur le Président, je suis d'accord avec vous parce que j'avais émis des réserves. J'ai dit, moi, je ne continue pas. Et à ce moment-là, leur contrat s'achevait au mois de mars de 2020. Et je leur ai dit, écoutez, ou on s'entend maintenant, ou bien moi je laisse filer le temps, on est en janvier, mars c'est dans 2 mois, et vous perdez tout. Et je cherche un autre... Alors il m'a dit, Monsieur le Président, vous avez raison. Ce projet était très mal ficelé. On s'est même demandé si ceux qui avaient fait ça étaient des Congolais. Authentique, ce que je vous dis. Je lui ai dit, voilà. Ben, moi, maintenant, je vous dis, moi je suis Congolais, je veux revoir ce projet, et voilà comment on l'a mis en place. J'ai été reçu à Abu Dhabi, à Dubaï, on a discuté de cela, de la faisabilité. Ça a un peu pataugé au moment des années Covid, là. Et puis, finalement, on a bien démarré. Et là, les coups de pioche ont commencé. Hein, donc, le projet est en construction. Mais il est en 2 phases, parce qu'il y avait le camp de l'armée navale, là, de la force navale. Il fallait délocaliser. Oui, il fallait le délocaliser. Moi, j'avais demandé qu'on commence d'abord à délocaliser et reloger nos forces navales avant de commencer le grand... Parce qu'il ne fallait pas les mettre à la rue et puis que l'État se retrouve encore en train de devoir... Donc, on va remettre le camp à cet endroit. On les déloge d'abord pour refaire le camp, parce que le camp va rester là. C'est l'entrée d'une grande frontière, donc le camp de la force navale doit être là. Et un peu plus loin, ils vont développer le port. Et c'est sur la bonne voie, il n'y a aucun problème. Oscar Mbal. Monsieur le Président, à vous entendre parler, j'ai l'impression qu'il y a un énorme souci avec les climats des affaires en République démocratique du Congo, des contrats mal négociés. Je voudrais savoir quelles sont les réformes phares que vous préconisez une fois reconduit à la tête du pays à l'issue de ces élections, si jamais vous êtes réélu. Quelles sont ces réformes phares que vous comptez faire
pour assainir justement le climat des affaires en RDC et favoriser les investissements étrangers? Mais déjà, il y a quelque chose d'inédit que j'ai fait depuis que je suis là, c'est de créer une cellule climat des affaires qui est annexée à la présidence. Et ces braves gens, ces braves jeunes gens sont en pointe de l'évolution du climat des affaires, du suivi de l'évolution. Et vous avez d'ailleurs vu, je crois que vous étiez au courant de cet événement aussi inédit qu'on a organisé sur le baromètre du climat des affaires, qui consistait à réunir tout le parterre économique de la République démocratique du Congo, donc le public et le privé, pour analyser ensemble l'état de la situation et donner une évaluation à l'évolution de la situation du climat des affaires. Et c'est ce que je tiens à accentuer, évidemment, parce que cette cellule, c'est vraiment un vrai baromètre qui est à mes côtés, un vrai miroir qui me permet de lire à travers le travail qu'elle fait, l'avancée ou la situation du climat des affaires en République démocratique du Congo. Et elle est très bien outillée et elle me donne de bonnes orientations pour ce faire. Donc je compte simplement continuer à lui faire confiance et à travailler de pair, parce que vous savez que c'est une affaire de collaboration, le climat des affaires. Nous devons travailler de pair avec le public et le privé. J'ai toujours dit que nous ne devons jamais considérer le privé, c'est ça l'erreur qui a toujours été commise par l'administration publique ici chez nous, c'est de considérer les opérateurs privés comme des vaches à lait qu'il fallait presser à tout point de vue pour s'enrichir. Et du coup, eux, ils ont un réflexe de défense, ils utilisent soit la corruption pour échapper ou la fraude pour ne pas être taxés. Donc, il faut d'abord travailler à ramener la confiance et à rassurer tout le monde et à avancer pour que tout le monde comprenne que nous avons un seul et même intérêt, c'est la République démocratique du Congo et son développement. Plus ce pays se développera, mieux ça vaudra pour les affaires, les opérateurs économiques. Et c'est mon souhait. Monsieur le Président, il y a un de vos prédécesseurs qui disait à l'époque qu'il n'est pas facile d'être le Zaïre. À l'époque, c'était le maréchal Mobutu, parce que il avait conscience. Je le constate aussi. Ah, oui, oui. Il avait découvert que diriger ce pays, c'était une équation à plusieurs degrés, à plusieurs inconnus. Vous y êtes et nous n'allons pas vous demander de tout nous dire aujourd'hui. Secret d'État peut-être oblige, mais ça nous amène à la diplomatie. Ça nous amène à notre place en tant que nation dans ce monde où il y a tout des convoitises, où le Congo est perçu toujours sous un regard. Alors, je vous poserai la question plus tard, mais je voudrais demander à notre consoeur Myriam de poser des questions sur la diplomatie, mais quand même de le faire en lingala, parce que les lingala restent une langue dans laquelle nous pouvons aussi critiquer les étrangers. Hein? Vous pouvez poser la question en lingala, ce sera entre nous. Pardonnez-moi, madame. Je vous en prie. Vous ne croyez pas si bien dire. Vous savez, j'ai lu quelque part, je ne sais plus où, que la République démocratique du Congo faisait partie des 5 pays les plus difficiles à diriger au monde. Les 5 pays les plus difficiles à diriger. Pourquoi? Et vous saviez qui était avec nous? Non. Qui est avec... les autres pays? Oui. C'est l'Afghanistan, oui. l'Irak. Voilà. Non, mais quand même... C'est pour vous dire que nous sommes vraiment en train d'accomplir des actes héroïques, là.